Et si la meilleure façon de trouver le sommeil n'était pas de faire le vide dans son esprit, mais plutôt d'accepter que la réalité elle-même n'est qu'un immense brouillard d'incertitudes. Ouais, on est loin des solutions habituelles là. Grave. Oublier les traditionnels chants de baleine, ou je sais pas, les bruits de pluie sur une vitre ou la petite musique zen. C'est prévisible. En fait, on a l'habitude de chercher une forme de certitude super rassurante pour éteindre notre cerveau. Mais aujourd'hui, on plonge dans un outil de relaxation qui prend tout le monde à contre-pied. Bon, il faut qu'on décortique ça. Ah oui, je suis complètement partante. Notre source pour cette exploration, c'est un document fascinant d'environ 60 minutes. Ça s'appelle Le murmure de l'incertain. Et en gros, c'est un script de narration conçu pour le sommeil, mais, et c'est là que c'est dingue, il utilise exclusivement les concepts les plus pointus de la physique quantique pour forcer l'esprit à lâcher prise. C'est un choix assez audacieux. Carrément. La mission de notre plongée aujourd'hui, c'est vraiment de comprendre comment ce texte arrive à transformer un exercice de relaxation profonde en un voyage vertigineux vers l'émerveillement scientifique. Ce qui est vraiment fascinant ici, c'est ce renversement de perspective. Parce que l'incertitude fondamentale de l'univers, avec ces particules qui refusent d'avoir une position fixe, bah généralement ça donne plutôt des sueurs froides aux philosophes et aux physiciens. Ouais, depuis un siècle au moins. Exactement. Ce n'est pas intuitif du tout. Pourtant, le texte l'utilise non pas comme une source d'angoisse face à l'inconnu, mais vraiment comme le levier ultime du relâchement. Hmm. L'idée centrale qui est transmise à travers cette écoute, c'est qu'il est juste inutile de s'épuiser à vouloir tout contrôler, inutile de vouloir figer les événements de sa vie, puisque la réalité matérielle elle-même refuse d'être figée, même à son niveau le plus intime. Et pour faire ressentir cet univers immense, c'est marrant parce que la source ne commence pas par les étoiles ou les galaxies, elle commence par l'action la plus banale et la plus intime qui soit, une simple inspiration. Une grande respiration, ouais. Voilà. Le script demande de prendre une grande respiration. Mais attention, il ne décrit pas l'air comme un bête mélange gazeux d'oxygène et d'azote. Il le décrit comme une fonction d'onde. Et honnêtement, respirer un concept mathématique, spontanément, ça ne détend pas les masses. Non, c'est clair. Du coup, comment le script justifie ça, Yves? Bah, en physique quantique, une fonction d'onde, c'est une sorte d'enveloppe mathématique. Ça contient toutes les probabilités de ce qu'une particule pourrait être ou de tous les endroits où elle pourrait se trouver, simultanément. En même temps. Voilà. Le texte suggère que l'air qui flotte devant un visage endormi existe dans ce nuage de possibilités floues. Il est un peu partout et nulle part à la fois. Et l'acte physique d'inspirer, ça agit alors comme une mesure. C'est là, c'est le moment fatidique où l'air franchit le seuil des narines. Selon le script, à cet instant très précis, cette onde de probabilité s'effondre. Elle devient une réalité tangible. L'air, en gros, fait un choix. Il choisit un état physique unique pour entrer dans les poumons, oui. Et il laisse derrière lui toutes les autres versions possibles de ce qu'il aurait pu faire ou être. Ce passage, en fait, ça illustre l'un des plus grands mystères de la science. C'est ce qu'on appelle le problème de la mesure ou l'effondrement de la fonction d'onde. La matière, à son niveau subatomique, elle reste indécise tant qu'elle n'est pas observée ou mesurée. D'accord. Et le texte s'appuie très subtilement sur la fameuse expérience de la double fente pour imager ça. Tu sais, cette expérience fondatrice où on tire des électrons vers une barrière percée de deux minuscules fentes. Ouais, un classique. Tant qu'on ne cherche pas à savoir par où l'électron passe, il se comporte comme une onde. Il traverse les deux fentes en même temps et il crée un motif d'interférence sur l'écran derrière, un peu comme des vagues à la surface de l'eau qui se croiseraient. Attends, mais du coup, qu'est-ce qui compte comme une observation? Est-ce qu'il faut vraiment qu'un scientifique en blouse blanche plisse les yeux derrière un microscope pour que l'électron change de comportement? Non, pas du tout. L'observation, au sens quantique, c'est juste toute interaction qui extrait de l'information du système. Si l'on place un détecteur sur l'une des fentes pour vérifier physiquement le passage de l'électron, la nature réagit instantanément. Elle le sait, en quelque sorte. C'est ça. Le motif d'interférence disparaît, l'électron cesse d'être une onde étalée dans l'espace, il redevient une petite bille soluble de matière qui ne passe que par un seul trou. En fait, le simple fait d'interagir avec la particule pour mesurer sa position, ça force la réalité à faire un choix irréversible. C'est complètement vertigineux. En lisant ça, je me suis dit qu'on... C'est un peu comme chercher un film sur une plateforme de streaming un vendredi soir. Ah, l'angoisse du choix. Grave. Tant qu'on n'a pas cliqué sur un titre précis, notre soirée télé, elle est dans une véritable superposition quantique. Ça peut être un drame poignant, une comédie absurde ou un documentaire sur la nature.
toutes les probabilités coexistent pacifiquement sur l'écran d'accueil. L'ambiance de la soirée est une onde de possibilités. Exactement. Mais dès qu'on fait le choix, dès qu'on clique sur lecture, paf, la fonction d'onde de la soirée s'effondre. L'infinité des possibles se réduit à un seul événement singulier et toutes les autres soirées potentielles disparaissent à jamais. Ouais. Le parallèle est d'autant plus pertinent que le script fait un lien direct entre cette idée de choix et l'activité cérébrale. Il évoque le principe d'incertitude d'Eisenberg, Que dit quoi déjà en résumé? qui postule que dans l'infiniment petit, la précision absolue, c'est une illusion physique. Plus on mesure avec précision la position d'une particule, plus sa vitesse devient indéterminée, et vice-versa. Donc l'univers interdit la certitude totale. C'est ça. Et pour appliquer ça au sommeil, le texte compare nos ondes cérébrales à cet effet de mesure. Ah, le passage de l'état d'alerte pendant la journée à la relaxation nocturne. Oui, notre cerveau éveillé, il produit des ondes bêta, qui sont rapides et nerveuses. C'est l'état de concentration, d'analyse, de contrôle. L'état où on stresse, quoi. Voilà. Et dans cet état, notre esprit agit vraiment comme le détecteur de l'expérience de la double fente. Il mesure, il juge, il force chaque pensée et chaque événement à prendre une forme définie et super rigide. Mhm. En revanche, glisser vers le sommeil, c'est produire des ondes alpha, qui sont beaucoup plus lentes. On cesse d'être cet observateur implacable, et en arrêtant d'exiger des certitudes de notre environnement, on permet à notre propre esprit de retrouver une forme de liberté quantique. De redevenir une onde apaisante. Exactement, d'imiter cet électron non observé. Mais attends, il y a un problème logique ici. Je veux bien qu'on soit une onde apaisante, mais si le simple fait d'interagir, de mesurer, force la réalité à se figer, comment la vie de tous les jours peut-elle seulement fonctionner? C'est-à-dire, On nous répète toujours que les ordinateurs quantiques, par exemple, ils ont besoin de conditions extrêmes. Si la chaleur d'un simple thermomètre ou le frôlement d'une molécule d'air suffit à détruire un état quantique, comment notre monde biologique, qui est par définition chaud, bruyant, chaotique, ouais. comment il ne détruit pas instantanément toute cette magie quantique? Ah, mais la contradiction est immense. Et c'est précisément ce qui rend la biologie quantique, qui est d'ailleurs le deuxième grand axe de notre source, si révolutionnaire aujourd'hui. D'accord. Parce que pendant des décennies, la physique considérait que la cohérence quantique, donc cette capacité à maintenir la superposition des états, c'était tout simplement impossible dans le vivant. On peut être dans un labo. Absolument. Pour préserver un état quantique, en laboratoire, il faut isoler les particules du reste de l'univers, les refroidir près du zéro absolu, genre à moins 270 degrés Celsius, Ah oui, quand même. ouais, dans le vide le plus total. Le moindre choc thermique, la moindre collision avec un atome extérieur, ça provoque ce qu'on appelle la décohérence. La bulle quantique éclate et on retombe dans la physique classique, bien ennuyeuse. Et pourtant, le texte nous plonge en plein cœur du vivant, sous le soleil, dans l'herbe chaude, et il avance que des miracles quantiques s'y produisent en permanence. Oui. L'exemple de la photosynthèse décrit dans le script d'ailleurs, il est époustouflant. On prend tous pour acquis le fait qu'une feuille transforme la lumière en énergie, mais le mécanisme intime est hallucinant de précision, non? Le défi thermodynamique pour une plante, il est colossal. Lorsqu'un grain de lumière solaire, un photon, est capté par une molécule à la surface d'une feuille, cette énergie, qu'on rebaptise exciton, elle doit voyager jusqu'au centre réactionnel de la cellule végétale pour être transformée en sucre. Et si ça a fonctionné selon la physique classique, ça se passerait comment? L'exciton se comporterait comme une boule de flipper. Il rebondirait totalement au hasard d'une molécule à l'autre dans le labyrinthe cellulaire. Bam, bam, bam. Voilà, ce trajet aléatoire serait super lent et dissiperait une immense quantité d'énergie sous forme de chaleur avant même d'arriver à destination. D'où la comparaison assez sévère du texte avec nos panneaux solaires humains. Parce que même avec notre meilleure ingénierie, nos panneaux plafonnent péniblement autour de 30% d'efficacité, justement parce que l'énergie se perd en route. C'est ça. Mais la modeste mauvaise herbe du jardin, elle frôle les 100% d'efficacité. La plante atteint cette perfection tout simplement parce que l'exciton ne joue pas au flipper. Il utilise la superposition quantique. Encore elle. Plutôt que de tester un chemin après l'autre de manière séquentielle, l'énergie se comporte comme une onde qui s'étale et explore simultanément absolument tous les chemins possibles à travers la structure moléculaire. C'est fou. En existant dans de multiples endroits à la fois, l'onde trouve instantanément la trajectoire la plus courte et la plus optimale, et paf, elle s'y engouffre. Et le tout se déroule en quelques centaines de femtosecondes.
Une femtoseconde, c'est un millionième de milliardième de seconde. Un laps de temps si court que c'est presque inconcevable pour un cerveau humain. C'est au-delà de notre perception, ouais. Et le texte enchaîne avec une autre merveille biologique tout aussi poétique, la boussole interne des oiseaux migrateurs. Des créatures minuscules, comme le rouge-gorge, qui sont capables de traverser des milliers de kilomètres au-dessus des océans, dans le noir total, sans jamais se perdre. Le mécanisme de cette navigation réside à l'intérieur même de l'œil de l'oiseau. C'est dingue. Le texte détaille le fonctionnement d'une protéine spécifique dans la rétine animale, le cryptochrome. Le cryptochrome. Lorsqu'un oiseau migrateur regarde le ciel, la lumière bleue pénètre dans son œil et frappe cette protéine. Ce simple choc lumineux a pour effet de bousculer un électron en le séparant de son partenaire, ce qui crée ce qu'on appelle une paire de radicaux. Ok. Et ces deux électrons séparés restent intriqués quantiquement. L'intrication, juste pour rappeler le concept de manière imagée pour l'auditeur, c'est ce lien fantomatique où deux particules deviennent interdépendantes. En gros, si on modifie l'état de l'une, l'autre réagit instantanément, peu importe la distance qui les sépare, même si elles sont à l'autre bout de la galaxie. C'est exactement ça. Mais comment des électrons intriqués dans un œil chaud et gélatineux aident-ils un oiseau à trouver le pôle Nord? Je veux dire, l'oiseau ne fait pas des calculs différentiels en plein vol. Ah ça non. Le processus est purement physico-chimique. Le comportement, le spin de ces électrons intriqués, s'avère incroyablement sensible à l'inclinaison du champ magnétique terrestre environnant. Ah, Selon la direction vers laquelle l'oiseau tourne la tête, le champ magnétique de la Terre altère subtilement la danse de ces électrons intriqués. Et cette altération quantique modifie directement la vitesse et le résultat de la réaction chimique à l'intérieur de l'œil. donc autrement dit, la biochimie de la rétine produit des signaux différents selon l'orientation magnétique. C'est ça. Ça crée littéralement un filtre visuel pour l'oiseau. Le champ magnétique terrestre lui apparaît probablement sous forme de taches d'ombre et de lumière superposées au paysage physique qu'il est en train de regarder. Mais alors, qu'est-ce que tout cela signifie au fond? Surtout pour quelqu'un qui essaye de s'endormir en écoutant ça. On associe généralement la survie dans la nature sauvage à des actions brutales, nettes, décisives, genre attaquer, fuir, se cacher. Oui, la loi du plus fort. Voilà. Pourtant, que ce soit pour optimiser l'énergie d'un brin d'herbe ou guider un oiseau au-dessus des tempêtes, la survie dépend de particules capables de suspendre leurs décisions. La cohérence, qui dans le langage courant évoque la logique rigide et l'ordre, ça devient en physique quantique la capacité extraordinaire de rester indécis le plus longtemps possible, pour trouver naturellement la voie parfaite. Et l'auteur du script distille ici une leçon psychologique hyper puissante. La capacité à maintenir plusieurs options ouvertes, à flotter dans un état de possibilité sans forcer le monde matériel à fournir un résultat immédiat. Ouais. Ce n'est pas une faiblesse, c'est pas de la procrastination, c'est carrément le moteur fondamental du vivant. L'injonction de notre société à produire constamment des résultats précis, à décohérer notre réalité en permanence, ça va à l'encontre de cette magie quantique. Et si ces phénomènes quantiques délicats permettent à l'énergie de circuler de manière si fluide dans les plantes et les animaux, il faut remonter à la source de cette énergie. Toute la chaleur de la Terre vient du Soleil, Bien sûr. ce qui soulève une transition vertigineuse dans le texte. De l'infiniment petit des protéines rétiniennes, on est propulsé vers l'infiniment grand. Comment les lois probabilistes de la mécanique quantique gèrent-elles les moteurs titanesques de l'univers? Figure-toi que la physique classique, celle d'Isaac Newton, elle est tout simplement incapable d'expliquer l'existence de notre étoile. Selon les lois strictes de la thermodynamique et de l'électromagnétisme classique, le Soleil ne devrait tout simplement pas briller. Attends, le Soleil brûle depuis 4 milliards et demi d'années. Son cœur est à 15 millions de degrés. Pourquoi il ne devrait pas briller? Parce que la source de son énergie, c'est la fusion nucléaire, un processus qui exige de fusionner des noyaux d'hydrogène, c'est-à-dire des protons. Et le problème majeur, c'est que tous les protons ont une charge électrique positive. Ok, donc il se repousse. C'est ça. Approche deux aimants par le même pôle, et on sent très bien la force de répulsion. À l'échelle subatomique, cette force de répulsion électromagnétique entre deux protons, elle est monumentale. C'est comme une immense barrière de briques énergétique. Et même avec la pression du Soleil, ça passe pas, hein? Non, même avec la pression colossale et les températures infernales au cœur du Soleil, les protons ne sont tout simplement pas assez rapides ou assez énergétiques pour briser cette barrière par la force brute physique classique. Ils devraient rebondir les uns contre les autres indéfiniment. Là où ça devient vraiment intéressant, c'est que l'univers sort sa carte maîtresse.
Le texte introduit l'effet tunnel quantique. Si la force brute échoue, la probabilité, elle, réussit. C'est exactement ça. Comme nous l'avons vu avec l'air qu'on respire, un proton obéit à la mécanique quantique. Sa position dans l'espace n'est pas un point solide et fixe, mais une fonction d'onde, un brouilleur de probabilité. Mhm. Au cœur du Soleil, lorsque deux protons foncent l'un vers l'autre, leurs ondes de probabilité s'étalent. Et le bord de cette onde a la capacité théorique de s'étendre un tout petit peu au-delà de la barrière de répulsion magnétique de l'autre proton. En gros, pour reprendre l'image du mur de briques, c'est comme si je prenais de l'élan pour me jeter la tête la première contre un mur de béton. Classiquement, je m'écrase. Aïe. Mais quantiquement, mon corps étant une onde de probabilité, il y a une chance infinitésimale, presque nulle, mais mathématiquement réelle, que j'apparaisse spontanément de l'autre côté du mur sans l'avoir cassé ni m'être blessé. Ouais, tu passais par l'effet tunnel. Et ce miracle complètement invraisemblable se produit des milliards de fois par seconde dans le Soleil, purement par la loi des grands nombres. C'est ce hasard statistique qui maintient notre système solaire en vie. Ce qui est fou, c'est que le script précise que ce même effet tunnel est la raison pour laquelle les puces mémoire de nos téléphones stockent nos photos. Ah oui, c'est vrai. Une bizarrerie microscopique qui gouverne à la fois la technologie dans notre poche et l'étoile à 150 millions de kilomètres d'ici. Et le script pousse cette exploration macroscopique encore plus loin, vers la mort des étoiles. Il décrit les étoiles à neutrons, tu sais, ces cadavres stellaires qui restent après les supernovas. C'est ultra dense, non? C'est inimaginable. La gravité y écrase la matière avec une telle violence qu'une seule cuillère à café de cette étoile pèse plus d'1 milliard de tonnes sur Terre. Les atomes s'effondrent sur eux-mêmes, les électrons fusionnent avec les protons. Le résultat, ce n'est plus de la matière au sens classique, mais une immense boule de neutrons, un objet stellaire de la taille d'une ville, qui se comporte mathématiquement comme s'il s'agissait d'un seul et unique atome géant. Et inévitablement, l'exploration plonge dans la gravité ultime, Ah ben, les trous noirs. Le script fait référence aux travaux théoriques de Stephen Hawking, publiés dans les années 70. Mais là, je dois faire l'avocat du diable. vas-y. On parlait au début de relaxation et de lâcher prise pour s'endormir. En quoi l'évaporation d'une étoile morte engloutissant la lumière peut aider quelqu'un à trouver le sommeil un mardi soir? C'est un peu angoissant, non? Bah, l'analogie devient hyper lumineuse si on se penche sur le paradoxe de l'information que Hawking a mis en lumière. Pendant des décennies, on pensait qu'un trou noir est une prison éternelle. Mais Hawking a prouvé que le vide de l'espace n'est jamais vraiment vide. L'évaporation de Hawking. Voilà, à la bordure immédiate du trou noir, l'horizon des événements, le champ quantique fluctue en permanence. Ça crée spontanément des paires de particules et d'antiparticules. L'une des deux tombe dans les ténèbres, tandis que l'autre parvient à s'échapper en emportant une infime fraction de la masse du trou noir. Très lentement, sur des milliards de milliards d'années, le monstre s'évapore et recrache de l'énergie thermique aléatoire. Ce qui crée un cauchemar pour les physiciens. Parce que la mécanique quantique stipule que l'information fondamentale de l'univers ne peut pas être détruite. Mais si on jette un livre encyclopédique dans un trou noir, et que ce trou noir finit par disparaître en ne laissant derrière lui qu'un vague rayonnement de chaleur désordonné, où est passée la structure complexe des lettres et des pages du livre? L'information a-t-elle été effacée? La théorie actuelle suggère que l'information n'est pas détruite, elle est radicalement brouillée, déconstruite, encodée sur la surface même de l'horizon, puis relâchée sous une forme méconnaissable. Et c'est exactement là que le texte rejoint la mécanique du sommeil. Ah, je vois où tu veux en venir. Que faisons-nous la nuit, si ce n'est plonger nos pensées dans le gouffre de l'inconscient? Le sommeil profond agit comme un trou noir pour notre esprit éveillé. Les événements stressants de notre journée, les listes de tâches, les angoisses hyper structurées qui tournent en boucle, ça tombe dans l'oubli nocturne. Notre cerveau brouille cette information. Il déconstruit les éléments de la veille par les rêves et le subconscient. L'information n'est pas morte ou perdue, elle nourrit notre mémoire à long terme. Mais elle a perdu sa structure anxiogène, rigide et oppressante. En effet, l'état paradoxal de transition, l'hypnagogie, ça illustre parfaitement ce phénomène. Entre la veille et le sommeil profond, le cortex préfrontal, donc la partie de notre cerveau responsable de l'organisation, de la planification et de l'inquiétude, relâche son emprise. L'esprit cesse d'être un dictateur classique qui force chaque pensée à être linéaire. Les images s'entrechoquent. La logique s'estompe et on accepte l'absurdité réconfortante des premières hallucinations du sommeil.
C'est une manière magnifiquement libératrice d'aborder l'insomnie. Le sommeil n'est pas un interrupteur qu'il faut s'efforcer d'éteindre à tout prix. C'est un retour volontaire à la source, l'abandon de notre rôle épuisant d'observateur. Tout à fait. Et d'ailleurs, le script résume la condition humaine avec une poésie saisissante face à ce vertige cosmique. L'être humain n'est rien d'autre que la méthode trouvée par le cosmos pour s'observer lui-même. Si l'on connecte ça à une vision plus globale, 13 milliards d'années d'évolution, régissent par des probabilités et des fusions nucléaires, ça finit par assembler des atomes de carbone et d'eau en une structure biologique assez complexe pour inventer la physique quantique. Et contempler la voûte étoilée. Et comprendre les lois qui l'ont créée, la conscience humaine et l'œil de l'univers. En gardant les yeux ouverts, nous forçons l'immense fonction d'onde de la réalité à s'effondrer continuellement pour créer un monde partagé et tangible. C'est une responsabilité écrasante, en fait. D'où la nécessité vitale de fermer les yeux chaque nuit. C'est clair. Et c'est précisément sur l'impact de cet acte de fermer les yeux que j'aimerais laisser planer une dernière réflexion qui va bien au-delà de la relaxation personnelle. Je t'écoute. Si l'expérience de la double fente nous prouve que le simple acte d'observer, de porter le regard conscient sur les choses, fige les probabilités en matière dure, que se passe-t-il à l'échelle planétaire? Chaque nuit, au fur et à mesure que la Terre tourne, des milliards d'êtres humains ferment les yeux simultanément. Ouais. Des continents entiers se plongent dans le sommeil, et d'innombrables consciences cessent d'observer le monde qui les entoure. Les rues silencieuses, les bureaux éteints, les forêts plongées dans le noir. Tant qu'ils ne sont plus mesurés par notre regard lucide, l'univers tout entier redevient-il, ne serait-ce que pour quelques heures, un immense et paisible nuage de probabilités flottant dans l'obscurité. En attendant patiemment l'aube. Exactement, attendant notre réveil pour exister à nouveau de manière rigide. Quand on y pense, c'est une pensée fascinante à emporter avec soi sous les couvertures, la prochaine fois que le monde réel semblera un peu trop lourd à porter.